Bienvenue à nouveau dans l'émission. Nous sommes rejoints une fois de plus par le colonel Lawrence Wilkerson, ancien chef de cabinet du secrétaire d'État Colin Powell. Aujourd'hui, nous sommes ici pour discuter d'un certain militarisme qui est devenu incontrôlable, épuisant les États-Unis ainsi que d'autres alliés de l'OTAN sur les plans militaires, économiques, moraux et dans leur position globale dans le monde. Et bien sûr, cela fait également courir le risque de ce qui pourrait devenir une guerre mondiale. Donc oui, sur cette note plutôt pessimiste, bienvenue. Ravi de te revoir, Glenn. Ça remonte à l'Université Columbia, n'est-ce pas? Oui, cela fait maintenant 2 semaines. Eh bien, je pensais que, évidemment, tout ne va plus très bien. Nous avons en quelque sorte mis le feu à tout le Moyen-Orient et installé un dirigeant d'Al-Qaïda en Syrie, tout en soutenant un génocide à Gaza. Et il semble qu'une autre guerre avec l'Iran soit imminente. Avec toutes les guerres de ces 3 dernières décennies, on a souvent l'impression que tout cela relève du chaos total, un manque de direction. Presque comme si ces guerres permanentes étaient accidentelles. Mais ce qui est fascinant, c'est qu'on peut remonter jusqu'à la période suivant la guerre froide. Il y a cette citation de Wolfowitz, datant de 1990, où il soutient qu'avec la fin de la guerre froide, nous pouvons désormais utiliser notre puissance militaire en toute impunité. Les Soviétiques ne viendront pas nous bloquer, et nous avons 5, peut-être 10 ans pour éliminer ces anciens régimes satellites soviétiques, comme l'Irak et la Syrie, avant qu'une nouvelle superpuissance n'émerge pour nous défier. Alors, encore une fois, si l'on avance d'une autre décennie jusqu'en 2001, c'est ce dont je veux discuter avec vous aussi, il y a eu ce commentaire très célèbre du général Wesley Clark, où il apprend par la suite qu'ils ne vont pas seulement s'en prendre à l'Irak, mais il déclare que le Pentagone prévoit de s'en prendre à 7 pays en 5 ans. Et il a cette liste. Je veux dire, il l'a écrite dans un livre. C'est disponible en audio ou en vidéo. En gros, les États-Unis prévoyaient de s'en prendre à l'Irak, la Syrie, le Liban, la Libye, la Somalie, le Soudan, et de terminer par l'Iran. C'était donc en 2001. Oui, mais je voulais vous demander, puisque vous étiez à la Maison-Blanche à cette époque, comment avez-vous réagi lorsque vous avez appris l'existence de ce plan, ces 7 pays en 5 ans? Vous en avez oublié 2, pardon? Vous avez oublié 2 pays, et ils étaient très importants pour moi, surtout compte tenu de ma position au département d'État, parce que John Bolton plaidait pour les 2. Et Bolton était allié au clan néoconservateur, si l'on peut dire, qui voulait faire tout cela, la Corée du Nord et Cuba. J'ai entendu cela de la part de Bolton autant que tout le reste. Il s'emportait parfois longuement sur la Syrie, mais il était vraiment préoccupé par Cuba et la Corée du Nord. Ainsi, le premier briefing que j'ai reçu et qui m'a vraiment stupéfié a eu lieu au Pentagone, car je suis en quelque sorte un expert de la Corée. J'ai passé du temps sur la péninsule chaque année pendant environ 1 décennie. J'y ai servi et j'ai participé à chaque exercice Team Spirit sur la péninsule. Je connais assez bien la Corée et j'ai reçu un exposé d'un général 3 étoiles de l'armée de l'air au Pentagone avant que Rumsfeld ne me mette à la porte sur la manière dont nous allions affronter la Corée du Nord. J'avais donc non seulement l'exposé sur les 7 pays, la stratégie dite du clean break, si l'on veut, mais aussi les dossiers sur la Corée et Cuba en cours. J'ai trouvé stupéfiant que nous adoptions cette approche du monde après la guerre froide, car je savais, d'après mon expérience avec George H.W. Bush, que ce n'était absolument pas la manière dont il voulait gérer les choses. Toute son approche consistait à dire « Je ne vais pas me battre la poitrine ». Il l'a réellement dit, il a utilisé ces mots « Je ne vais pas me battre la poitrine, je ne vais pas me pavaner après la victoire ».
Mais je vais faire tout ce que je peux pour m'assurer que ce que nous avons commencé après la Seconde Guerre mondiale est plus ou moins perfectionné dans les conventions de Genève et d'autres accords similaires, soit la manière dont nous abordons le monde. C'est pourquoi il a insisté, absolument insisté, pour obtenir la résolution de l'ONU lors de la première guerre en Irak. Et il a également insisté, au grand dam de ses adversaires, tant au sein du Parti républicain qu'ailleurs, pour se retirer une fois le mandat accompli. Tout ce que l'ONU lui avait demandé, c'était d'inverser l'agression. Et il a inversé l'agression. Puis il est parti, et il en a souffert. Il en a tellement souffert que les Israéliens ont apporté leur soutien à son adversaire lors de l'élection et l'ont fait battre. Bill Clinton a été élu et les Israéliens se sentaient beaucoup plus à l'aise avec lui. Après tout, H.W. Bush les avait forcés à entrer dans le processus d'Oslo et s'était montré très ferme avec eux quant à leur réaction à tout ce que ferait Saddam Hussein pendant qu'il combattait ce dernier. En fait, il avait placé des officiers militaires auprès des forces de défense israéliennes, chargés de surveiller ces forces et de s'assurer qu'elles ne fassent rien concernant Saddam Hussein. Même lorsque Saddam Hussein leur a tiré quelques missiles Scud, ils ne pouvaient pas riposter. Ce fut donc le point de rupture dans la manière d'aborder la fin de la guerre froide de façon humaine, avec humanité, avec décence, et ce qui est venu ensuite, qui n'avait rien d'humain ni de décent. Cela s'est construit au fil du temps, avec la guerre dans les Balkans, le bombardement de la Serbie, la création du Kosovo, que la Russie n'a toujours pas reconnu, et tout ce que nous avons fait à Eltsine puis à Poutine, jusqu'à l'Ukraine, ainsi que la perfidie et la duplicité dont nous avons fait preuve à cet égard. Tout cela est le produit des présidents postérieurs à H. Bush. Et je ne pardonne à aucun d'entre eux. Je ne pardonne pas au président Obama, même si c'est lui que j'ai rencontré à la Maison-Blanche, qui m'a dit qu'il savait qu'il existait à Washington un parti pris en faveur de la guerre. Après avoir exercé 7 ans comme président des États-Unis, c'est ce qu'il me dit. A fait cette découverte. Mais il avait aussi un parti pris, semble-t-il. Ou s'est-il simplement aligné vers le plus? Le message qu'il nous a transmis ce jour-là dans la salle Roosevelt était que Samantha Power avait été envoyée d'autorité comme ambassadrice à l'ONU simplement pour qu'il n'ait plus à s'en occuper. Et John Kerry était assis à côté de lui au lieu de Hillary Clinton pour des raisons similaires. Je pense qu'il estimait avoir été contraint d'intervenir en Libye et qu'il allait être contraint d'intervenir en Syrie. Ce jour-là, dans cette salle, Kerry se faisait sermonner pendant qu'Obama lui parlait et nous parlait en disant « pas de troupes au sol en Syrie ». Car souvenez-vous, Kerry plaidait à l'époque, en tant que secrétaire d'État, pour l'envoi de troupes au sol en Syrie. Obama a peut-être écouté et compris le message, mais malgré tout, il a poursuivi le même type d'approche vis-à-vis du monde. Mais une fois que cette note a été rendue publique et que beaucoup de gens l'avaient vue, quelles ont été les discussions à la Maison-Blanche ou au Pentagone à propos de ces implications? Parce qu'il s'agissait d'une approche très différente en matière de sécurité. Je veux dire, le principal rival, l'Union soviétique, avait disparu. La guerre froide était terminée. Et considérer cela comme une solution. J'ai récemment parlé à Fritz, un de vos collègues, Handvoir, qui a souligné qu'il y avait un véritable désir de vengeance après le 11 septembre, pour des raisons compréhensibles. Mais il a aussi dit que, plus sombrement, beaucoup au sein du gouvernement voulaient en profiter, s'en servir comme d'une occasion pour nettoyer une région où subsistaient encore de nombreux gouvernements qu'ils n'appréciaient pas. D'accord, mais sûrement en reconnaissant qu'il y aurait des conséquences et des réactions. Quelles ont été les principales discussions une fois qu'ils ont reçu ce genre de notes choquantes énumérant tous les pays ou tous les gouvernements
qu'il faudrait faire tomber. Je suis assez convaincu que le président George W. Bush, compte tenu de son inexpérience, en particulier dans les affaires de sécurité nationale, et de sa naïveté, et je ne dis pas cela de manière moqueuse, simplement de la naïveté, ne savait rien de tout cela. Il savait qu'il voulait faire ce qui lui permettrait d'être réélu. Et il savait que s'il avait une guerre et qu'il la gagnait, cela lui assurerait sa réélection. Parce qu'il avait vu comment son père était passé à 90% dans les sondages après la première guerre d'Irak, puis avait chuté vers la fin de son mandat. Il savait que la guerre devait être programmée, en d'autres termes, de manière à ce qu'elle soit non seulement perçue comme un succès, mais qu'elle continue à l'être, plus ou moins, jusqu'aux élections de 2004. Je pense que c'était pour lui une motivation politique essentielle. Je pense qu'il y avait de nombreuses raisons pour lesquelles il est allé en guerre en Irak, mais je ne pense pas qu'il faisait partie de ces gens-là. Je ne pense pas qu'il faisait partie des partisans du clean break. Cheney, en revanche, en était l'incarnation même. Et je pense que Rumsfeld l'était dans une certaine mesure, et Paul Wolfowitz, bien sûr, et en fin de compte, l'homme, le traître au Pentagone. Traître. Dois-je l'épeler? Traître. Douglas Feith, double nationalité et entouré du Mossad dans le bureau du sous-secrétaire à la Défense, chargé de la politique pendant toute la durée de son passage au Pentagone. Même Rumsfeld a dit un jour à Powell, « Je ne dirige pas le Pentagone, c'est Israël qui le fait. » Eh bien, c'était un peu une exagération à mon avis, car Rumsfeld savait très bien que nous utilisions Israël autant qu'il nous utilisait. Mais ce que j'ai vu était fragmentaire, car une fois que Richard Haas, le directeur du Policy Planning Staff, m'avait chargé des discussions de planification politique avec le Pentagone, nous avons participé aux 2 ou 3 premières réunions. Puis Rumsfeld nous a exclus parce qu'il ne voulait pas du département d'État là-bas. Du moins, c'est ainsi que je l'ai perçu. Et Richard Haas, qui parlait presque tous les jours avec Condi Rice, la conseillère à la sécurité nationale, me l'a en quelque sorte confirmé. Il ne voulait pas que nous soyons là-bas à espionner. Il ne voulait pas que nous sachions ce qui se passait. Et en particulier, Wolfowitz ne voulait pas que nous sachions ce qui se passait. Donc nous avons eu les informations de manière fragmentée. Comme je l'ai dit, j'ai eu le dossier sur la Corée du Nord parce que j'étais présent au briefing en tant qu'expert de la Corée. On m'a expliqué en gros la stratégie du clean break, si vous voulez, par certains néoconservateurs qui gravitaient autour de Powell au département d'État. D'ailleurs, nous nous sommes débarrassés de la plupart d'entre eux avant la fin de la première année. Et j'ai reçu le message, auquel je n'ai pas vraiment cru, de Richard Haas, très tôt, que nous allions faire la guerre à l'Irak parce qu'il parlait tout le temps avec Condi. Les experts du Moyen-Orient au sein de l'équipe de planification politique en sont tombés de leur chaise quand il a dit ça, car c'était l'été 2001. Nous n'avions même pas encore eu le 11 septembre. Et les choses ont empiré par la suite. Tout cela pour dire qu'il n'était pas évident pour nous que ce n'était pas simplement une bande de fous, comme l'avait dit H.W. Bush lorsque Wolfowitz lui avait envoyé la stratégie de défense qu'il voulait faire approuver. Bush avait écrit dessus « Renvoyez ça aux cinglés du sous-sol du Pentagone ». C'est pour cela qu'H.W. Bush a eu cette idée. Eh bien, maintenant nous les avions là, et nous avions un secrétaire à la défense et un vice-président de son côté, ainsi qu'un président innocent, ou plutôt inexpérimenté. Alors, ils y sont allés à fond. Mais il ne m'était pas évident que c'était ce qui se passait en temps réel, juste sous mes yeux, que cette idée folle était réellement mise en œuvre. Si vous relisez la stratégie du clean break, ils y parlent de Pearl Harbor et de ce que cela a représenté pour FDR. C'était leur motivation.
Le 11 septembre a été leur Pearl Harbor, et cela leur a donné, pensaient-ils, l'élan pour aller jusqu'en Iran. Et nous allons bientôt voir s'ils parviennent à atteindre leur objectif avec ce pays, parce que Bibi va faire échouer cet accord, non pas en s'en retirant, à proprement parler, mais en entrant en guerre avec l'Iran et en annulant l'accord. Eh bien, une grande partie du nettoyage de la région était également liée à l'idée de garantir ou de consolider le moment unipolaire, ou en somme, que le siècle à venir serait, comme il le disait, un siècle américain. Ils font exactement le Quartz. Ils s'assurent que ce ne sera pas une version américaine. Oui, c'est la partie honteuse. Toutes ces pertes, pas seulement de puissance matérielle, mais aussi de puissance douce. Je veux dire, tout le pouvoir qui était concentré aux États-Unis s'est peu à peu dissipé au cours des deux décennies et demie, voire 3 dernières décennies. Donc avec le recul, on pourrait penser que les leçons auraient été tirées. Mais c'est justement là une partie de mon inquiétude. Il n'y a pas de correction. Après l'Afghanistan et l'Irak, qui ne se sont pas bien terminés, nous avons quand même continué sur cette voie. Nous avons la Libye, la Syrie, et là encore, cela ne s'est pas du tout bien terminé. Et avec tout ce désordre derrière nous, nous passons à l'Iran. C'est assez choquant. Pourquoi penses-tu qu'il n'y a pas de remise en question à ce sujet? Parce que, je veux dire, ce n'est pas controversé de dire que de l'Irak à la Libye, en passant par la Syrie, ce furent en grande partie des échecs. Alors pourquoi? Et puis, nous avons déjà eu la guerre avec l'Iran. Elle ne s'est pas déroulée comme prévu. Les Iraniens ne se sont pas soulevés contre leur gouvernement. La frappe de décapitation n'a pas fonctionné. Les Iraniens n'étaient pas un tigre de papier. Ils se sont montrés assez déterminés. Alors pourquoi penses-tu que nous continuons à suivre la même voie? Eh bien, à bien des égards, nous ne le sommes pas. Et l'une des questions déroutantes que je ne cesse de me poser, et que je pose de plus en plus aux autres, est la suivante. Trump est-il conscient de ce qu'il fait? Quelqu'un dans son administration est-il conscient de ce qu'il fait? Aussi inachevé que cela puisse paraître aux spectateurs moyens, certaines de ses actions semblent constituer une réponse à cela. L'une d'elles est qu'il semble plus enclin à utiliser des intermédiaires pour mener ses guerres à sa place, plutôt que de le faire avec les États-Unis. Et cela me dit que d'une certaine manière, il sait à quel point nous sommes réellement désespérés en termes de puissance réelle. Et quand je parle de puissance réelle, je veux dire que nous ne pouvons même pas fabriquer d'obus d'artillerie sans la Chine. Nous n'avons pas de TNT dans ce pays. Nous n'en fabriquons plus ici depuis 40 ans. Nous obtenons presque tout ce dont nous avons besoin pour les ingrédients clés de notre appareil militaire à l'étranger, une grande partie venant de Chine. Et la Chine a tout arrêté. Nous ne pourrions pas fabriquer d'obus d'artillerie. Nous ne pourrions pas fabriquer de missiles de croisière. Nous ne pourrions pas produire grand-chose de ce que nous considérons aujourd'hui comme notre panoplie d'instruments de défense. Si nous devions le faire maintenant, à cause de ce que la Chine nous a imposé, qu'il s'agisse de minéraux critiques ou simplement d'éléments essentiels que nous ne produisons plus dans ce pays, des choses dont nous avons pris l'habitude de laisser la fabrication à d'autres, la chaîne d'approvisionnement n'existe tout simplement plus. En d'autres termes, la moitié de l'inventaire de missiles THAAD de l'armée américaine se trouve en Israël. La moitié. Mais Trump a d'une certaine manière trébuché sur cette idée de sécurité intérieure. Je ne suis pas satisfait de la façon dont il l'a formulée. Et cette idée, dans la nouvelle stratégie de défense, de se replier sur l'hémisphère occidental, non seulement je pense, parce que c'est ce qu'il veut faire sur le plan philosophique, politique ou autre,
C'est aussi une inévitabilité et une nécessité, car nous ne pouvons plus défendre notre empire dispersé aux quatre coins du monde. Qu'est-ce que cela signifie pour ce qui se passe dans le monde en ce qui concerne les conflits par procuration en cours? C'est difficile à dire, mais je pense que nous allons nous retirer d'Ukraine totalement, complètement. Nous n'avons pas pu acheminer le matériel à l'OTAN, à l'Ukraine, même si nous l'avions voulu. Dans les 4 à 6 prochaines années, nous pourrions peut-être en envoyer une partie. Nous n'arrivons même pas à livrer à Taïwan le matériel que nous avons promis. Nous ne pouvons pas le leur envoyer parce que nous ne l'avons pas. Trump en est-il conscient? Dans le sens où il se retire et modifie 50-70 ans de stratégie américaine. En avant, plus jamais nous ne serons pris au dépourvu. Nous serons toujours en avant. Nous serons toujours en Europe. Nous serons toujours au Japon. Nous serons toujours là. Nous combattrons nos ennemis en avant. Nous ne serons plus jamais pris comme en 1939 et 1940. Sommes-nous en train de changer? Et je ne vais pas appeler cela de l'isolationnisme, je vais appeler cela la réalité, parce que nous ne pouvons plus faire ce que nous avons fait au cours du dernier demi-siècle. Je ne sais pas, je n'ai pas la réponse à cette question. Mais je sais que certaines des choses qui sont sorties de Quantico, aussi odieuses que la réunion ait été dans l'ensemble, certaines des choses qui en sont ressorties, ainsi que une ou deux remarques sorties de la bouche de Trump et de celle de Hegseth, m'indiquent qu'ils ont conscience de cette situation. Donc ces guerres vont s'arrêter, du moins en ce qui concerne la participation des États-Unis, à l'exception de celles qui sont en cours en ce moment. Et ces deux-là vont être progressivement arrêtés. Ce que cela signifie au final, je ne le sais pas. Trump semble dire que cela veut dire que nous allons nous concentrer sur l'hémisphère, sur des choses comme le Venezuela, sur des choses comme les villes bleues et démocrates, et faire un usage politique de l'armée là-bas. Mais je ne sais pas, je ne sais tout simplement pas. Mais je pense que cette stratégie de rupture nette est terminée. C'est fini. Elle sera abandonnée si Bibi entre en guerre avec l'Iran, car elle sera alors abandonnée par l'Iran. En Europe, lorsque nous évaluons les États-Unis, nous nous concentrons toujours sur leurs intentions plutôt que sur leurs capacités. L'hypothèse est que les États-Unis disposent d'une puissance de feu illimitée. Mais, comme vous le soulignez, la situation est aujourd'hui délicate. Si les États-Unis voulaient aller combattre la Chine, ils auraient besoin d'obus d'artillerie adéquats. Et bien, c'est la Chine qui détient l'antimoine nécessaire à leur production. Donc, oui, nous voyons désormais la Chine commencer à réduire l'approvisionnement en terres rares utilisées dans les armes. 100% dans de nombreuses catégories clés. Je viens de l'apprendre. C'est un arrêt complet dans de nombreuses catégories clés qui sont absolument essentielles à notre armement. Donc, cela revient à démilitariser ses adversaires. Je veux dire, c'est le langage que nous parlons. Donc c'est assez extraordinaire. Vous avez mentionné que Trump s'intéresse désormais davantage à mener des combats par procuration. Et encore une fois, ce n'est pas nouveau d'utiliser des intermédiaires. Mais ce qui est difficile à comprendre pour les Européens, c'est que nous avons toujours pensé avoir une place à la table. Que ce serait nous qui utiliserions des intermédiaires. Je pense que cela avance lentement. Ou que vous seriez le mandataire. Eh bien, nous commençons lentement à accepter cela, que nous sommes les nouveaux intermédiaires, puisque Trump confie la guerre en Ukraine aux Européens. Mais c'est une évolution intéressante pour l'Europe, car au début des années 1990, il y avait une véritable résistance, notamment de la part de pays comme la France, qui disaient « Vous savez quoi ? Nous avons besoin d'un contrepoids aux États-Unis, car la guerre froide doit être suivie d'un système multipolaire. »
Un discours un peu similaire à celui des Chinois, des Indiens et des Russes d'aujourd'hui. Nous avons donc besoin d'un certain équilibre pour que l'ONU puisse jouer un rôle plus important, plutôt que de laisser les États-Unis dicter leurs lois au monde. Et puis, en revenant à la période qui a suivi ce mémo, lorsque les États-Unis sont entrés en guerre contre l'Irak, les Européens étaient réticents. C'est pourquoi ils ont dû s'appuyer sur cette coalition des volontaires. Mais aujourd'hui, les Européens semblent bien plus bellicistes que les États-Unis. On dirait qu'ils sont impatients d'entrer en guerre contre la Russie. Et l'hypothèse, c'est que tant que les Américains nous suivent dans cette guerre, tout ira bien. Ce n'est même plus l'Europe d'il y a 5 ans. Comment évaluez-vous ce qui est arrivé aux Européens? Je pense qu'ils sont tellement désespérés de garder les États-Unis impliqués, pour ainsi dire, qu'ils feront n'importe quoi, vraiment. Mais je pense que ça touche à sa fin. Je crois que ça va s'arrêter avec la disparition très bientôt de 3 dirigeants clés, Scholz, Macron et Meloni. Je ne pense pas Macron en particulier, ne tiendra peut-être pas jusqu'à la fin de l'année. Mais je ne crois pas qu'aucun d'entre eux ne tiendra encore 12 à 18 mois s'ils continuent ainsi. Et cela va changer les choses de manière spectaculaire. J'ai été interviewé récemment par une équipe venue de Berlin pendant environ 1h30, et nous avons parlé de tout, depuis Helmut Kohl et François Mitterrand jusqu'à Jim Baker, George H.W. Bush et Colin Powell, ainsi que de périodes immédiatement à la fin de la guerre froide jusqu'à aujourd'hui. Et l'une des choses que j'ai demandé à chacun d'eux, 2 d'entre eux étaient des gars de la RDA, vous savez, de la partie est de l'Allemagne, et l'un venait de Berlin même, et se considérait comme un ancien Allemand de l'Ouest. L'Allemagne est en train de s'effondrer. Et ils partageaient tous la même idée, que le plus articulé d'entre eux a formulé ainsi: nous étions probablement les meilleurs au monde, sinon les meilleurs parmi les petits, du moins les meilleurs parmi les moyens. Enfin, nous nous considérions comme les meilleurs tout court en matière de production industrielle sur la planète. Nous étions vraiment en plein essor. Et maintenant, nous avons tout perdu. Nous avons tout perdu. Une grande partie de cela vient de la situation énergétique, mais beaucoup aussi d'un mauvais gouvernement. Et cela se produit, je pense, dans une certaine mesure, un peu partout en Europe. Mais l'Allemagne est le véritable cas en question, le cas désespéré si l'on veut. Et ce que ça signifie, du moins au départ, c'est ce que l'on voit déjà. Il faut se blottir dans l'Empire. Il faut avoir l'Empire. Il faut être avec l'Empire. Nous rétablirons les sanctions contre l'Iran, même si nous savons que c'est stupide et contre-productif de le faire, parce que c'est ce que veut l'Empire. Cela ne va pas durer. Cela ne va pas durer. Trump tiendra parole. Ces nombreuses paroles, il ne restera pas en Europe. Il s'en va. Et je ne serais pas surpris que s'il tient les 4 années complètes et ne va pas au-delà, nous soyons sortis d'Europe. Nos forces seraient sorties d'Europe. Ça semble fou en ce moment alors qu'ils sont en Pologne, en Finlande et en Estonie. Mais c'est vrai, et il est aussi vrai que nous n'avons plus beaucoup de troupes pour être présents n'importe où. Donc maintenir Ramstein sera essentiel, car ils ne le laisseront pas, l'armée ne le laissera pas, se débarrasser de Ramstein, j'en suis sûr, parce que c'est tellement crucial pour tout ce que nous faisons, en particulier en ce qui concerne la Russie ou la Chine. Mais je pense que ce sera le dernier vestige de l'Amérique en Europe. Et est-ce que ça durera bien plus d'une décennie? J'en doute. Donc nous rentrons à la maison. La nouvelle stratégie de défense le reflète. Elle reflète un repli, et c'est ce que nous allons faire. Et ces remarques à Quantico allaient un peu dans ce sens aussi, si on y réfléchit. Je pense qu'il faudrait probablement traîner Macron hors de son bureau, car peu importe le nombre de premiers ministres qu'il use. Tu sais, n'importe quel autre président aurait déjà démissionné. Mais non,
Lui, il s'accroche. Le cas allemand est assez fascinant, car c'était la puissance économique de l'Europe. L'Allemagne avait tiré les leçons de l'histoire. Elle symbolisait presque la rupture de l'Europe avec son propre passé. Mais maintenant, bien sûr, ils y reviennent. Il y a cette volonté de bâtir une armée pour combattre la Russie lorsque l'Ukraine a envahi Koursk, encore une région russe où les nazis étaient pendant la Seconde Guerre mondiale. On voyait ces généraux allemands sourire, comme pour dire « Ah, c'est ici que nous étions à l'époque ». Je veux dire, c'était tellement étrange. Donc, encore une fois, maintenant ils sont si impatients de combattre la Russie, et même au sein de l'Union européenne, parce que les Allemands veulent un rôle plus important. Cela met Merz en conflit avec von der Leyen. Et je crois que c'était seulement hier que les Allemands voulaient qu'un des Ukrainiens soupçonnés d'avoir fait exploser Nord Stream leur soit remis. Eh bien, ça ressemble à un bouc émissaire. Mais malgré tout, ils veulent qu'il soit envoyé en Allemagne. Et le Premier ministre polonais dit que la seule chose à faire, c'est de s'excuser d'avoir construit Nord Stream au départ. Donc maintenant, ils protègent ceux qui l'ont fait sauter. Je veux dire, même les alliés les plus proches maintenant, les tensions ne cessent d'augmenter. Les Hongrois ne sont pas très contents des Allemands non plus. Et pendant que tout cela se passe, quel est l'objectif de l'Allemagne pour se remettre sur la bonne voie? L'économie part en vrille. Ils rêvent de bâtir l'armée la plus puissante d'Europe. Ils parlent ouvertement d'interdire le principal parti d'opposition, qui est en tête dans les sondages devant tous les autres partis politiques. Ils soutiennent ouvertement le génocide à Gaza. Je veux dire, l'Allemagne d'aujourd'hui est très différente de celle d'il y a quelques années. C'est assez extraordinaire de voir comment on en est arrivé là. Et vous savez, ce n'est pas pour critiquer les Allemands, parce que le reste des Européens, je veux dire, l'ambiance devient un peu désagréable. C'est l'impression que donnent les discours des politiciens, leurs priorités. Je veux dire, toute cette idée selon laquelle on ne peut plus avoir d'État-providence, qu'il est maintenant temps de faire la guerre. L'idée même de boycotter la diplomatie pendant 3 ans et demi, alors qu'il y a une guerre majeure en Europe, où des centaines de milliers d'hommes meurent et où cela pourrait dégénérer en guerre nucléaire. Je veux dire, l'UME était censé être un projet de paix. Mais pour revenir à mon propos, c'est une Europe très différente de celle que nous avons connue dans les années 1990, et même il y a quelques années. Mais quoi? Oui, c'est ce que... Très différent. Et je repense aux conversations que j'ai eues avec Colin Powell lorsque je l'ai rejoint pour la première fois en 1989. Il m'a dit, bientôt, les Mitterrand, les Kohl, les Major, les Thatcher, ils auront tous disparu et ce sera une autre Europe. Eh bien, je pense qu'il en avait une compréhension différente et il a apporté cette compréhension à la présidence. Les premières années ont été plutôt positives en ce qui concerne les relations entre les États-Unis et la Russie, et l'idée était que l'Europe se tiendrait debout par elle-même, qu'elle aurait une bonne direction pour y parvenir, qu'elle trouverait un de Gaulle, qu'elle trouverait un Kohl, qu'elle trouverait, vous savez, peu importe. Elle ne l'a pas fait. Ce qu'elle a trouvé, c'est la même chose que l'Amérique a trouvé. Une série d'idiots, ou une série de gens qui ne savaient pas du tout ce qu'ils faisaient. Une série de personnes qui n'avaient aucune compréhension du passé de l'Europe, aucune compréhension de ce qui avait été accompli en termes d'union monumentale, vraiment, pour l'Europe. Et c'est ce que nous avons obtenu. Et en même temps, il y avait dans l'Empire une direction tout aussi inexpérimentée et, à bien des égards, peu avisée. Nous n'avons pas eu un président convenable depuis H.W. Bush. Ils ont tous été de mauvais présidents. Je suis désolé, ils ont tous été de mauvais présidents, Obama y compris. Et voilà où cela nous a menés. Cela nous a donné un monde sans véritable leadership depuis plus d'un quart de siècle.
avec de nombreuses guerres menaçant ce leadership, dont beaucoup étaient le fait de ceux-là même qui en étaient responsables, surtout dans l'Empire, se livrant à des luttes incessantes. Par exemple, celle qui a créé la plus grande fracture entre les États-Unis et l'Allemagne, lorsque Bush a essentiellement dit « F you seek Schroeder » dans le bureau ovale, et que Joschka Fischer et Colin Powell ont dû, pour ainsi dire, se remettre à table afin de préparer la relation. Et même pendant cette période, je n'en ai jamais parlé auparavant, les deux hommes, tout en échangeant du matériel de cuisine dans un sens et de la bière dans l'autre, discutaient du caractère incertain de l'avenir de l'Europe. Ils ne savaient pas où elle allait, car ils voyaient déjà les signes de fracture apparaître dans le lien transatlantique et constataient l'absence d'un véritable leadership, ainsi que les processus politiques qui, plus ou moins, engendraient cette absence de leadership. Partout, et même en Amérique. Bien que je ne pense pas que Colin Powell croyait que nous en arriverions au point où George W. Bush deviendrait le président qu'il a été, il avait convaincu Powell qu'il serait un tout autre type de président que celui qu'il s'est révélé être. Et l'on pourrait dire que le 11 septembre l'a transformé, je ne sais pas. Je pense que c'est Dick Cheney qui l'a transformé. Mais nous avons eu un leadership déplorable. Et un leadership déplorable dans les démocraties signifie que l'on décline. Et c'est là que nous allons, nous deux, l'Europe et l'Empire. Alors, qu'est-ce que cela signifie donc pour la relation transatlantique? Parce que vous savez, lorsque la guerre froide a pris fin, puis que 2 ans plus tard, l'Union soviétique a été dissoute, la grande question était, et maintenant, que devient l'OTAN? C'est pourquoi, dans les années 1990, nos discussions portaient toutes sur la nécessité pour l'OTAN de s'élargir afin de se donner un nouveau rôle, n'est-ce pas? Il fallait aussi qu'elle adopte une approche plus interventionniste, qu'elle abandonne la stratégie purement défensive, parce que, eh bien, si c'est une alliance défensive, on n'en a plus vraiment besoin lorsqu'il n'y a plus d'adversaire principal. Le slogan était donc « hors zone ou hors jeu », suggérant qu'il fallait commencer à mener des interventions militaires. Mais selon vous, vers quoi cela se dirige-t-il aujourd'hui, surtout avec les guerres au Moyen-Orient? La défaite imminente en Ukraine et les États-Unis qui se fixent d'autres priorités dans un monde multipolaire. Pensez-vous que le rôle de l'OTAN puisse être maintenu? Tu viens de mettre le doigt sur le problème. Hors zone ou hors service. C'est précisément la motivation derrière ce qui se passe aujourd'hui et ce qui déchire l'OTAN. Hors zone ou hors service. Cette petite phrase résume tout, parce que ce que tu voulais vraiment dire, c'était hors service. Tu voulais dire plus d'argent pour Lockheed Martin, Raytheon, Grumman, toutes ces entreprises et leurs équivalents en Europe. Cela signifiait la fin du surdéploiement impérial, auquel tout le monde s'était complètement habitué et qu'on voulait poursuivre. Pourquoi n'ont-ils pas simplement dit hors service, fermer la boutique et laisser l'Europe construire sa propre identité sécuritaire, comme nous voulions le faire en 1991 et 1992, et devenir indépendante de tout sauf du parapluie nucléaire? C'était ça. C'est un plan plutôt bon quand on y réfléchit. L'Europe deviendrait sa propre entité de sécurité à l'exception des armes nucléaires. Et il y a même eu des discussions sur la consolidation des armes nucléaires. En d'autres termes, la France et la Grande-Bretagne se regrouperaient sous le parapluie américain. Nous avons décidé que ce n'était pas faisable. Mais de toute façon, ce sont de petites forces. On pourrait toujours poursuivre la relation sur les plans économiques, financiers et autres. Ce serait vraiment terrible de la rompre. Mais il n'était pas nécessaire de maintenir cette idée de hors zone ou hors service, qui était absurde. C'était une alliance défensive, créée dans le but précis de tenir les Russes à l'écart, les Allemands sous contrôle et les Américains impliqués. Eh bien, tout cela a changé. Les Russes, nous voulons désormais qu'ils soient inclus.
Cela aurait été la voie de bon sens, brillante même, bien que je pense que c'est simplement du bon sens, pour aller de l'avant des deux côtés de l'Atlantique. Nous ne l'avons pas fait. Nous avons décidé de maintenir le statu quo, voire de le renforcer, pour ainsi dire, et de continuer nos affaires. Quelle est cette affaire aujourd'hui? C'est la guerre en Ukraine. C'est une Europe fracturée. C'est une Union européenne qui paraît chaque jour plus impuissante. Les vieux fournisseurs restent en activité et elle parcourt le monde à la recherche d'autres cibles, alors qu'elle sait pertinemment que si elle s'en prend à elle, elle signera sa propre fin. Franchement, c'est du pur n'importe quoi. Et pourtant, cela continue. Mais revenons au début, vous savez, 1914, 1915. Cela s'est déjà produit. Cela peut se reproduire. Certains diront que cela ne peut pas être aussi grave qu'avant. Moi, je dis que cela peut conspire. Ça peut devenir nucléaire. George Kennan a écrit ce commentaire vers la fin de la guerre froide. Je crois que c'était en 1987 ou quelque chose comme ça, selon lequel, si l'Union soviétique devait sombrer dans la mer demain, les États-Unis devraient rapidement inventer un autre ennemi, car une grande partie de l'économie et toute la structure de la société avait été construite non seulement autour du complexe militaro-industriel, mais aussi autour du besoin d'avoir un adversaire autour duquel se rassembler. Et il soutenait que oui, il faudrait en inventer un nouveau. Et bien sûr, on peut étendre cette réflexion à l'Occident politique. Qu'est-ce qui nous maintient unis? Et regardez à quelle vitesse nous changeons. J'ai servi dans une administration qui soutenait pleinement l'entrée de la Chine à l'OMC, qui considérait la Chine comme un partenaire égal et qui prônait ce que nous appelions la concurrence stratégique. Et dans cette définition de la concurrence stratégique, il s'agissait d'économie, de finance. Il n'y avait pas de guerre là-dedans. Bien sûr, tout le monde gardait sa poudre sèche, mais il n'y avait pas de guerre. Puis soudain, boum, nous avons changé. Nous avons désigné la Chine et nous faisons de notre mieux avec une ardeur fébrile pour rallier les Européens à notre cause, pour rallier l'OTAN à nos côtés, contre la Chine. Cela s'est effondré. Je pense que c'est comme un ballon qui éclate. Cela ne fonctionnera pas. La Chine est trop importante pour le monde, trop importante pour l'Europe. Vous voyez ces 3 lignes ferroviaires, en réalité 4 maintenant, qui arrivent en Europe depuis la Chine. Celles qui traversent le sud de l'Iran et remontent ou longent le golfe Persique, jusqu'au ventre mou du Caucase, si l'on peut dire. Elles fonctionnent toutes désormais, toutes avec des trains, toutes livrant du fret. Le dénominateur commun des conflits dans le monde aujourd'hui, c'est que la seule solution envisagée semble être une solution militaire. Je veux dire, on peut passer en revue tous les continents, du Venezuela à la Chine, en passant par la Russie et le Moyen-Orient. C'est toujours l'option militaire. J'aimerais simplement qu'à un moment donné, on puisse prendre du recul et se demander, eh bien, c'est différent de la guerre froide. Si l'on regarde la Russie aujourd'hui, quelles sont les principales raisons pour lesquelles nous ne pouvons pas partager un continent avec elle? Je veux dire, nous inventons ces histoires, les présentant comme Hitler, parlant de restauration de l'Union soviétique. Mais tout cela, c'est beaucoup de bêtises. Si le gouvernement en Ukraine n'avait pas été renversé, nous n'en serions pas là. En termes d'idéologie, de valeurs ou d'aspiration, ce n'est pas comme si nous ne pouvions pas parvenir à « eh bien, tout ne sera pas parfait », mais tout de même. Ce discours de la direction, disant maintenant « eh bien, si une guerre nucléaire est nécessaire », alors nous ne pouvons pas nous incliner devant Hitler 2.0 est tout simplement insensé. Il existe tant de possibilités et de voies diplomatiques qui ont été ignorées au cours des 30 dernières années. Cela continue de m'étonner que tout semble devoir passer par une solution militaire. Mais à ce sujet, avez-vous des réflexions sur ce qui se passe actuellement avec l'Iran?
Juste une dernière question. Pensez-vous que nous nous dirigeons vers une nouvelle guerre? Permettez-moi de répondre à un autre aspect de ce que vous venez de dire, qui m'inquiète profondément. En revenant à la conversation que j'ai eue avec Powell en 1989 sur l'avenir de l'Europe et le type de dirigeants qu'ils allaient avoir, ces gens qui parlent de guerre nucléaire me font vraiment peur. Ils me font peur parce qu'ils ne savent pas de quoi ils parlent. Ils n'ont pas grandi à cette époque. Ils ne comprennent pas toutes les discussions et les débats que nous avons eus, toutes les doctrines d'escalade que nous avons élaborées, tout ce que nous avons fait, tous les principes que nous avons établis, les abris que nous avons creusés dans nos jardins. Vous savez, ils ne comprennent pas cela. Ils vont le prendre en pleine figure et le monde aussi. Cela me fait plus peur que tout le reste. Ces gens naïfs qui parlent de guerre nucléaire et la manient comme s'il s'agissait simplement d'une autre forme de guerre. Ce ne sont pas des gens. Cela te détruira, toi et tout ce qui t'entoure. Je pense que nous allons entrer en guerre avec l'Iran. Je pense que maintenant, c'est parce que Bibi s'est mis dans une situation compliquée avec cet accord. Il a réussi à convaincre Smotrich et d'autres, Ben Gvir, de rester dans la coalition, mais cela repose sur leur compréhension, ce qu'il leur a dit en hébreu à huis clos, qu'il ne va pas arrêter de tuer le Hamas, et que, tant que le Hamas ne se désarmera pas complètement, afin qu'il puisse les tuer encore plus vite et plus efficacement, il ne va pas, tu sais, consolider cet accord. Que va-t-il faire à propos de Donald Trump? Parce que Donald Trump, je pense, croit qu'il tient Bibi par les parties sensibles et que Bibi va faire exactement ce qu'il veut qu'il fasse. Eh bien, la façon dont Bibi va perturber tout cela, c'est en déclenchant une guerre avec l'Iran. Et il va défier Donald de ne pas intervenir. Maintenant, Steve Bannon a dit l'autre jour qu'il pense que Trump dira non et laissera Bibi transpirer dans sa propre défaite. Je trouve ça insensé. Je ne pense pas que ce soit ce qui va se passer. Je pense que c'est ce que Bannon sous-entendait, mais je ne crois pas que les choses iront dans ce sens. Je pense que Trump va intervenir, peut-être à contre-cœur, mais il va intervenir aussi. Si cela arrive, alors tout ce dont nous parlons en ce moment risque non seulement de devenir nucléaire très rapidement, avant même que quiconque comprenne ce qui se passe. Les Israéliens ont perfectionné le lancement d'une arme nucléaire depuis l'un de leurs sous-marins. C'est ainsi que je pense que cela commencerait. Donc, non seulement nous allons nier tout ce dont tout le monde parle si positivement à propos de Gaza, et je ne sais même pas comment ils peuvent y trouver quoi que ce soit de positif. Parce que tout ce que Bibi fera, même si l'accord aboutit, ce sera de continuer à les tuer à feu doux et d'annexer la Cisjordanie et toutes les autres choses qu'il compte faire. En d'autres termes, il ne sera pas arrêté. Mais je pense qu'il comprend qu'il se retrouvera dans une situation existentielle, politiquement et autrement, s'il ne déclenche pas cette guerre. Et c'est sa dernière promesse. Il va déclencher cette guerre. Il va être battu et il devra faire appel aux États-Unis. Et quand nous interviendrons, ce sera le début du démantèlement de l'Empire en moins d'une décennie. Et probablement, triste à dire, mes pires craintes se réaliseront. Nous libérerons le génie nucléaire de sa bouteille. Donc, vous pensez que les Israéliens pourraient utiliser une arme nucléaire contre l'Iran, que les États-Unis s'impliquent ou non? Je pense que tout dépend du moment. Si Trump hésite, s'il semble hésitant, et que Bibi considère cela comme une question existentielle, je n'ai aucun doute qu'il utilisera des armes nucléaires. C'est le dernier cadeau maléfique de Bibi à la planète. Il sera à nouveau le premier à utiliser des armes nucléaires tactiques sur le champ de bataille. Il rejoindra les États-Unis comme l'un des seuls États au monde à avoir jamais utilisé des armes nucléaires contre des êtres humains vivants.
Avez-vous entendu quoi que ce soit cependant, de la part d'anciens collègues ou de sources du renseignement suggérant qu'Israël pourrait s'engager sur cette voie? Je pense qu'il y a un consensus parmi un groupe d'entre nous qui suivons cela de très près, en parlant dans des podcasts et d'autres espaces similaires, principalement dans les médias alternatifs. J'ai même fait quelques commentaires à ce sujet dans les médias traditionnels quand ils m'y invitaient, et je pense que le consensus se situe autour de 60 à 70% de certitude. Nous espérons tous nous tromper. Nous espérons tous qu'un peu de sagesse interviendra en cours de route. Nous espérons tous que Donald Trump mûrira et fera ce qu'il devrait faire. Dire fermement, en face à Bibi, si tu déclenches une guerre avec l'Iran, c'est fini. Nous en avons fini avec toi et toi avec nous. Mais je ne pense pas que ce soit ce qui va se passer. Je ne pense tout simplement pas que ce soit le cas. Et les Iraniens sont prêts. Ils sont prêts. On m'a dit hier, Glenn, par une personne qui s'est montrée très franche avec moi et ailleurs, au sujet du manque de cohésion parmi le peuple iranien, que cela a vraiment un impact sur le mouvement des femmes. Tu te souviens, il y a quelques années, quand cette femme a été tuée? Il y avait alors ce mouvement incroyablement puissant, où les femmes rejetaient une grande partie de ce que disait le gouvernement théocratique. On aurait dit, j'étais même allé jusqu'à dire publiquement, que je pensais que le régime était en train de se désagréger, et je pensais que ces femmes en étaient essentiellement responsables. Soit le régime devait adopter des règles beaucoup plus souples et indulgentes à l'égard des femmes, et donc renoncer à une grande partie de ses convictions sur sa propre version de l'islam, soit il devait réprimer impitoyablement. Et cela serait probablement la raison d'une révolte non armée. Les premières réponses que j'ai reçues étaient « Ils n'ont pas assez d'armes ». J'ai dit « Tu n'en sais rien, je ne sais pas combien d'armes ils ont. Combien d'armes ont été introduites clandestinement en Iran ?» Tout cela pour dire que récemment, d'après des sources très fiables, j'ai entendu des gens dire ceci. Jamais de mon vivant il n'y a eu une telle unité parmi les Iraniens, perses ou non. Jamais il n'y a eu une telle unité. Et c'est pas parce qu'ils aiment le gouvernement. C'est parce qu'ils aiment l'Iran. Et ce n'est pas parce qu'ils veulent aider le gouvernement à faire ceci ou cela en matière de gouvernance. C'est parce qu'ils considèrent les États-Unis et Israël comme des satans absolus. Ils se sont maintenant détrompés. Le peuple iranien, qui pensait autrefois que les Américains représentaient le dernier vestige de l'anticolonialisme sur Terre et souhaitait de meilleures relations avec nous, ils nous détestent tous désormais. Et ils sont prêts à tout ce qui pourrait arriver. Ça va être une sacrée guerre. Une sacrée guerre. Je pense que ce sera terminé assez rapidement. Et Bibi va se retrouver dans de très très gros ennuis. Et c'est ce qui me fait penser qu'il y a de fortes chances qu'il en vienne aux armes nucléaires. Eh bien, sur cette note très déprimante, nous allons conclure, à moins que vous n'ayez des commentaires ou des réflexions de dernière minute. Non, j'espère simplement que Trump est plus qu'il n'en a l'air. Vraiment. Vous savez, on pourrait dire que les prières du monde reposent en ce moment sur Donald Trump en ce qui concerne le Levant et peut-être même la région, voire le globe entier. Et il n'a aucune idée qu'il n'est pas assez intelligent, pas assez cultivé historiquement, pas assez compétent, pas assez expérimenté. Il ne sait rien de tout cela. Il agit dans l'instant et cet instant pour lui est surtout teinté par ses propres perceptions du moment. Le golf est un jeu parfait pour lui. Golf is a perfect game for him. Eh bien, si cela ne nous entraîne pas dans une guerre avec l'Iran, il aura toujours les Tomahawks prêts à déclencher une guerre avec la Russie. Alors,
Il y a une autre histoire aussi. Les Tomahawks sont vraiment... Eh bien, je remonte à 1984, quand nous avons eu le Tomahawk pour la première fois. Oui, c'est un vieux missile, lent, avec beaucoup de mise à niveau et tout ça, mais la seule version du Tomahawk qui soit vraiment performante, c'est la version nucléaire. Eh bien, Colonel Wilkerson, merci beaucoup pour votre temps et de m'avoir permis de profiter de votre expérience. Merci encore. Sûr. Ravi de te revoir.